Mes frères ayant pris l'empire de 75 mots, j'ai eu la montre cassée de grand-père, le visage du bijoutier a tout changé. Ce jour-là, dans le bureau du notaire, l'air était lourd. Mes frères, Maxime et Guillaume, affichaient des sourires satisfaits. Pour eux, les entreprises, les immeubles, les placements. Pour moi, Corentin, le plus jeune, il y avait cette petite boîte en velours. Dedans, une vieille montre dont le verre était fissuré et les aiguilles immobiles. La déception était si forte qu'elle me coupait le souffle. Mes frères m'ont donné une tape dans le dos, un geste qui se voulait réconfortant mais qui criait la pitié. Ils pensaient que notre grand-père, Auguste, m'avait oublié ou puni. Mes frères ont pris l'empire, moi, j'ai eu cette montre cassée. Mais le visage du bijoutier Didier a tout changé. Je découvre un secret incroyable. Abonnez-vous et laissez un like pour savoir ce que j'ai trouvé. Pendant des semaines, la montre est restée sur ma table de chevet, comme un monument à mon échec. Je n'avais même pas le courage de la jeter. Un après-midi, poussé par un sentiment étrange, un mélange de tristesse et de curiosité, je l'ai prise et je suis allé chez un vieil horloger du quartier, un certain Didier. Sa boutique sentait l'huile et le temps arrêté. Je lui ai tendu l'objet sans grand espoir. « C'est juste pour savoir si on peut la réparer, pour le souvenir », j'ai dit. Il a pris sa loupe, a examiné le cadran puis l'a retourné. C'est là que son expression a changé. Il a froncé les sourcils, s'est rapproché de sa lampe, et un silence profond s'est installé dans la petite boutique. Didier a posé ses outils avec une précaution infinie. Il m'a regardé par-dessus ses lunettes. « Jeune homme, ce n'est pas une simple montre, » a-t-il murmuré. Avec une pince minuscule, il a exercé une pression sur un point presque invisible sur le côté du boîtier. Un petit déclic s'est fait entendre et le dos de la montre s'est ouvert d'une manière inattendue. Ce n'était pas le mécanisme que l'on voyait, mais un compartiment secret. À l'intérieur, plié en quatre, se trouvait un minuscule morceau de papier imperméable. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. Didier me l'a tendu avec des doigts tremblants. Je l'ai déplié. Dessus, il y avait une série de chiffres et un seul mot. Liberté. C'était un numéro de compte d'une banque privée à Genève. J'ai mis 2 jours à trouver le courage d'appeler. J'ai donné le numéro et, quand on m'a demandé un mot de passe, j'ai hésité. Puis, un souvenir de grand-père m'est revenu. La vraie richesse, Corentin, c'est la liberté. J'ai prononcé le mot au téléphone. Après une courte attente qui m'a paru une éternité, une voix calme m'a confirmé que j'étais bien le bénéficiaire du compte de M. Auguste. J'ai demandé le solde, m'attendant à quelques milliers d'euros, de quoi prendre un nouveau départ. La voix à l'autre bout du fil a marqué une pause. « Monsieur, le solde actuel est de 100 millions d'euros. » Le téléphone a failli me glisser des mains. 100 millions. Plus que l'empire de mes frères. Grand-père ne m'avait pas renié. Il m'avait protégé. Il leur avait laissé les affaires, les soucis, les apparences. À moi, il m'avait laissé le choix, la paix. Il m'avait donné une fortune silencieuse, une véritable liberté. Ce soir-là, je n'ai appelé personne. J'ai juste regardé la montre cassée sur ma table. Elle ne donnait pas l'heure, mais elle m'avait donné une nouvelle vie. Et pour la première fois, j'ai compris le véritable héritage de mon grand-père. Après avoir raccroché, je suis resté assis dans le silence pendant ce qui m'a semblé être 1 heure. Le chiffre tournait en boucle dans ma tête. 100 millions. Ce n'était pas réel. C'était le genre de choses qui arrivent dans les films. Pas à un gars comme moi qui venait de se faire humilier par sa propre famille. Mes mains tremblaient. J'ai regardé mon petit appartement, les murs qui avaient besoin d'une nouvelle couche de peinture, les meubles bon marché. Tout semblait appartenir à une autre vie. Une vie qui avait pris fin il y a quelques minutes au téléphone. La première chose que j'ai faite a été de prendre un sac, d'y jeter quelques vêtements et la petite boîte en velours contenant la montre. Je ne pouvais plus rester là. Ce secret était trop grand pour ces 4 murs. Je suis allé dans un hôtel simple de l'autre côté de la ville. J'ai payé en liquide pour une nuit et je me suis enfermé dans la chambre. Le lendemain matin, la panique avait remplacé le choc. Comment est-ce que je pouvais accéder à cet argent? Je ne pouvais pas simplement appeler et demander un virement de 100 millions d'euros. Mes frères, avec leur armée d'avocats et de comptables, le sauraient en quelques jours. Ils contrôlaient tout, ou du moins, ils le pensaient. C'est là qu'un autre souvenir de mon grand-père m'est revenu. Un soir, il m'avait parlé d'un homme de confiance, un conseiller financier à Paris nommé Stéphane, quelqu'un qui savait naviguer dans les eaux troubles. Auguste avait dit
Si un jour tu as besoin d'un vrai conseil, pas d'un vendeur de tapis, c'est lui qu'il faut voir. J'ai passé des heures à chercher son nom sur Internet. Je l'ai finalement trouvé. C'était un petit cabinet discret, loin des grandes avenues. J'ai pris rendez-vous sous un faux nom. Le bureau de Stéphane était sobre et élégant. C'était un homme d'une 50aine d'années, avec un regard calme qui mettait tout de suite en confiance. Je lui ai raconté toute l'histoire, en commençant par le bureau du notaire et en finissant par l'appel à la Banque de Genève. Je lui ai montré la montre. Il a écouté sans m'interrompre une seule fois. Quand j'ai eu fini, il a hoché la tête lentement. Votre grand-père était un homme exceptionnel, Corentin. Il n'a pas seulement bâti un empire, il a aussi su comment le protéger. Et comment vous protégez-vous? Il a confirmé mes craintes. Déplacer une telle somme sans attirer l'attention demandait une stratégie précise. Auguste a tout préparé, a-t-il dit. Le compte est structuré d'une manière qui vous garantit une discrétion absolue. Mais il y a des étapes à suivre. La première est de vous rendre à Genève, en personne. Pendant que nous parlions, mon téléphone a vibré. C'était un message de Maxime. « Salut frérot, j'espère que ça va. On pensait à toi. Si t'as besoin d'un peu d'argent pour finir le mois, n'hésite pas à demander. On est là pour toi. » J'ai lu le message à voix haute pour Stéphane. Un sourire ironique a flotté sur ses lèvres. « Ils n'ont aucune idée, n'est-ce pas ?» a-t-il murmuré. J'ai secoué la tête. Non, ils n'avaient aucune idée. Ils pensaient que j'étais le perdant, le petit frère à qui on fait la charité. Ils ne savaient non pas que pendant qu'ils se battaient pour gérer les problèmes de l'Empire, j'étais assis sur une fortune silencieuse qui représentait la vraie liberté. « Alors, on commence quand ?» j'ai demandé à Stéphane. Il m'a regardé droit dans les yeux. « Nous avons déjà commencé. Votre billet de train pour Genève est réservé pour demain matin. » Le voyage en train vers Genève s'est déroulé dans un brouillard irréel. Assis près de la fenêtre, je regardais la France défiler sans vraiment la voir. La seule chose réelle était le poids de la petite boîte en velours dans la poche intérieure de ma veste. De temps en temps, je la touchais pour m'assurer qu'elle était toujours là, comme si elle pouvait disparaître et emporter ce rêve fou avec elle. Chaque kilomètre qui me séparait de Paris était un kilomètre qui me séparait de ma vie d'avant, celle où j'étais le petit frère raté, le bénéficiaire d'une montre cassée. Stéphane m'avait donné une seule consigne. « Soyez vous-même. Votre grand-père a tout arrangé pour que ce soit simple pour vous. » Simple. Rien dans tout cela ne me paraissait simple. Genève m'a accueilli avec un air frais et une propreté presque intimidante. La ville respirait la richesse tranquille, celle qui n'a pas besoin de se montrer. J'avais l'impression que mes vêtements modestes et mes chaussures usées criaient que je n'étais pas à ma place. J'ai trouvé l'adresse que Stéphane m'avait donnée. Ce n'était pas une grande tour de verre, mais un bâtiment en pierre, ancien et discret, avec seulement une petite plaque de laiton près de la porte. En entrant, le silence m'a frappé. Il n'y avait pas de file d'attente, pas de guichet. Juste un grand hall avec un sol en marbre et un unique bureau de réception. Je me sentais comme un enfant perdu dans un musée. Une femme d'une 60aine d'années, élégante et au sourire poli, m'a accueilli. Je lui ai donné mon nom, en sentant ma voix trembler un peu. Elle n'a pas sourcillé. Elle a simplement pris son téléphone et a murmuré quelques mots. Quelques instants plus tard, une autre femme est apparue. Elle devait avoir une 50aine d'années, avec des cheveux gris coupés courts et un regard perçant mais pas méchant. « Monsieur Corentin, je suis Isabelle, la gestionnaire de compte de votre famille. Veuillez me suivre. » Elle m'a conduit dans un bureau luxueux mais sobre, avec une vue imprenable sur le lac. Elle m'a offert un café, que j'ai accepté sans savoir si mes mains seraient assez stables pour le tenir. Je lui ai tout raconté, la lecture du testament, la montre, la découverte du compartiment secret. Je lui ai montré le petit papier avec le numéro de compte. Elle a écouté avec une attention totale, sans jamais me couper. Quand j'ai eu fini, elle a hoché la tête. Auguste nous avait prévenu qu'un jour son petit-fils préféré se présenterait. Il a laissé des instructions très précises. Elle a tapé le numéro sur son clavier, puis m'a regardé. « Le mot de passe, s'il vous plaît. » J'ai pris une grande inspiration et j'ai dit « Liberté ». Sur son écran, une page s'est affichée. Isabelle a eu un léger sourire. « Bienvenue, monsieur. Votre grand-père était un homme très prudent et très sage. » Elle a tourné l'écran vers moi. Là, en chiffres clairs et nets, il y avait le solde. 100 millions d'euros.
Le voir écrit dans cet environnement le rendait encore plus réel, plus écrasant. Mon cœur battait si fort que j'étais sûr qu'elle pouvait l'entendre. Je n'arrivais pas à parler. C'était la fin d'un monde et le début d'un autre. Je n'étais plus le pauvre Corentin. J'étais l'héritier d'une fortune secrète, le gardien du véritable héritage de mon grand-père. La liberté qu'il m'avait offerte n'était plus une idée. C'était un chiffre sur un écran, une possibilité infinie. Isabelle a laissé le silence s'installer, me donnant le temps d'absorber le choc. Puis, avec un calme professionnel, elle a ramené l'écran vers elle. Votre grand-père a mis en place une structure très protectrice. L'argent est diversifié dans plusieurs placements sûrs. Rien ne peut être tracé jusqu'à vous facilement, ce qui était son objectif principal. Elle a joint ses mains sur le bureau. Alors, la première question est simple, même si la réponse ne l'est pas. Quelle est la première chose que vous souhaitez faire? Nous pouvons organiser un premier virement sur un compte de votre choix, où que ce soit dans le monde. Ma gorge était sèche. La première chose que je voulais faire, crier, partir en courant. Mais je suis resté assis là, face à cette femme calme qui gérait des fortunes, comme si elle parlait de la météo. Ma vie entière venait de basculer, et elle me demandait mon programme pour l'après-midi. J'ai finalement réussi à articuler quelques mots. Ma voix était rauque, à peine un murmure. Je ne sais pas. Je crois que j'ai besoin d'un peu de temps pour comprendre. C'était la chose la plus honnête que je pouvais dire. Comment décider de sa nouvelle vie en 30 secondes? Isabelle a eu un sourire compréhensif, pas du tout condescendant. C'est la réaction la plus saine, monsieur. Votre grand-père a insisté sur un point. La précipitation est l'ennemi de la sagesse. Il a tout mis en place pour que vous ayez le temps. Elle a repris la parole d'un ton pratique. Pour commencer, nous allons ouvrir pour vous un nouveau compte courant en France, dans une banque discrète qui n'a aucun lien avec les affaires de votre famille. Stéphane peut s'en charger depuis Paris. Ensuite, nous y transférerons une première somme pour vos besoins immédiats. Disons 50 000 € pour commencer. Cela vous donnera de quoi respirer sans attirer l'attention. 50 000 €. Elle disait ça comme si elle me proposait de prendre un café. Pour moi, c'était plus d'argent que je n'en avais jamais vu sur mon compte. J'ai hoché la tête, incapable de former une phrase complète. C'était parfait. C'était assez pour changer ma vie de tous les jours, mais pas assez pour que mes frères, avec leurs millions et leurs comptables, puissent remarquer quoi que ce soit, si jamais ils jetaient un œil à mes anciennes affaires. C'était un premier pas dans l'ombre, exactement comme grand-père l'aurait voulu. Isabelle a pris quelques dispositions par téléphone, parlant un langage codé de banquier, et en moins de 10 minutes, c'était fait. L'argent était en route. Quand je suis sorti du bâtiment, l'air frais de Genève m'a frappé comme une claque. Le soleil brillait sur le lac, les gens se promenaient tranquillement. Rien n'avait changé dans le monde, mais tout avait changé en moi. Je me sentais léger et en même temps écrasé par le poids de ce secret. J'ai marché sans but pendant 1 heure, longeant les vitrines des magasins de luxe. Je n'avais aucune envie d'y entrer. Ce n'était pas ça, la liberté. Pas pour moi. La liberté, c'était de savoir que je n'avais plus à m'inquiéter de mon loyer, de mes factures, du message de pitié que Maxime m'enverrait à la fin du mois. Mon regard s'est posé sur un magasin de vêtements plus sobre. Dans la vitrine, il y avait un long manteau en laine, simple de très bonne qualité, d'une couleur sombre. Il ressemblait à celui que mon grand-père portait en hiver. Le mien n'était usé, un peu fin pour les jours de grand froid. J'ai hésité une seconde, puis je suis entré. J'ai essayé le manteau. Il était chaud, lourd, il tombait parfaitement. Il me donnait une assurance que je n'avais jamais ressentie. Je suis allé à la caisse et j'ai payé avec ma vieille carte de crédit, sachant que dans quelques heures, le virement d'Isabelle couvrirait cette dépense et bien plus encore. En sortant du magasin portant ce nouveau manteau, je me sentais différent. Ce n'était pas l'argent. C'était le choix. Pour la première fois de ma vie, j'avais choisi quelque chose pour moi, sans peur et sans compromis. Le voyage de retour en train fut tout aussi étrange que l'aller, mais d'une manière différente. À l'aller, j'étais un homme plein de doutes, agrippé à un secret trop grand pour lui. Au retour, j'étais le même homme, mais le secret commençait à prendre sa place en moi. Le poids du nouveau manteau sur mes épaules était rassurant, comme une armure discrète. Ce n'était pas un manteau de millionnaire, mais un manteau d'homme qui se respecte. Pour la première fois de ma vie, je sentais que j'en étais un. Je n'ai pas prévenu Stéphane de mon retour. Je voulais vivre ce premier jour de ma nouvelle vie seul.
Arrivé à Paris, ma première destination ne fut pas mon vieil appartement, mais un distributeur de billets d'une banque que je n'utilisais jamais. Mon cœur battait fort quand j'ai inséré ma carte. J'ai demandé à voir le solde. L'espace d'une seconde, j'ai cru que tout cela n'était qu'un rêve, que j'allais voir les 120 € habituels. Mais le chiffre qui s'est affiché était bien réel. 50 000 €. 50 000 €. J'ai failli éclater de rire, là, au milieu de la rue. C'était une somme absurde, folle, magnifique. J'ai retiré 200 € juste pour sentir les billets neufs dans ma main. Ils avaient le même aspect que d'habitude, mais pour moi, ils sentaient la liberté. Je savais que je ne pouvais pas retourner vivre dans mon petit studio. Il était rempli des fantômes de mes échecs et de la pitié de mes frères. J'ai marché sans but précis, dans un quartier plus élégant, un de ceux que j'évitais avant, le considérant comme le territoire des gagnants. Je regardais les façades des immeubles, imaginant ce que ce serait de vivre derrière l'une de ces grandes fenêtres. Je n'avais pas besoin d'un palais, juste d'un endroit où je pourrais respirer. Un endroit qui ne sentirait pas la déception. C'est là que je l'ai vue. Une jeune femme sortait d'une librairie, un sac en toile sur l'épaule. C'était Charlotte, une fille que je connaissais de l'université. Je l'avais toujours trouvée brillante, drôle et complètement hors de ma portée. À l'époque, j'étais trop timide, trop fauché, trop conscient de n'être que le petit frère de Maxime et Guillaume pour oser lui parler. Elle m'a aperçu et ses yeux se sont agrandis de surprise. Elle a traversé la petite rue pour venir vers moi, un grand sourire aux lèvres. « Corentin, c'est bien toi ?» Je ne peux pas le croire. Sa voix était exactement comme dans mes souvenirs. J'ai senti une chaleur monter à mes joues, mais pour une fois, ce n'était pas de la gêne. C'était autre chose. Le bijoutier Didier a découvert un compartiment secret dans la montre cassée de mon grand-père Auguste. Qu'est-ce que je devrais faire de ce minuscule morceau de papier? Commentez ce que vous en pensez et partagez. Charlotte. Oui, c'est moi. Quelle surprise, ai-je réussi à dire, ma voix plus assurée que je ne l'aurais cru. Elle m'a regardé de haut en bas, son regard s'attardant une seconde sur mon nouveau manteau. Tu as l'air différent. Bien. Le mot était simple, mais il a eu un effet incroyable sur moi. Personne ne m'avait jamais dit ça. Pour ma famille, j'étais celui qui n'allait pas bien, celui qu'il fallait aider. Pour elle, j'avais l'air bien. Je suis content de te voir, j'ai dit, et c'était la vérité. Moi aussi. Tu as 5 minutes? On pourrait prendre un café juste là, pour rattraper le temps perdu? A-t-elle proposé. Mon ancien moi aurait inventé une excuse, mais l'homme qui se tenait devant elle, l'héritier secret de grand-père Auguste, a souri. Avec grand plaisir. Nous nous sommes assis à une petite table en terrasse, sous le soleil timide de l'après-midi. Le bruit de la ville semblait s'effacer. Pour la première fois depuis des semaines, je ne me sentais pas écrasé par le poids du monde. J'étais juste un homme prenant un café avec une femme qu'il avait toujours admirée de loin. C'était Charlotte qui a brisé le silence. « Alors, raconte, ça fait des années, qu'est-ce que tu deviens ?» Son regard était direct, curieux, sans une once de pitié. C'était si différent de celui de mes frères. Je ne pouvais pas lui dire « Oh, tu sais, je viens de découvrir que je suis multimillionnaire grâce à une montre cassée. » Alors, j'ai choisi une version proche de la vérité. « Disons que je suis à un tournant. » ai-je répondu, en essayant de garder ma voix calme. Il y a eu des changements dans ma famille récemment, et ça m'a poussé à revoir mes projets. Je prends un peu de temps pour décider de la suite. C'était vrai. Chaque mot était vrai. Charlotte a hoché la tête, compréhensive. Je vois. Parfois, il faut une bonne secousse pour nous faire bouger. Moi, c'est toujours les livres. Je travaille dans une petite maison d'édition, pas très loin d'ici. C'est passionnant, mais ça ne paie pas les factures de tout le monde. Elle a ri un son clair et léger. Nous avons parlé pendant presque 1 heure. Elle m'a raconté ses rêves de découvrir de nouveaux auteurs, les difficultés du métier. Je l'écoutais, vraiment. Je n'étais pas distrait par le calcul de ce que je pouvais me permettre, ou par la peur de dire quelque chose de stupide. J'étais juste là, présent. Pour la première fois, je n'étais pas le petit frère d'eux. J'étais Corentin. Quand le serveur a apporté l'addition, j'ai posé ma carte sur la petite soucoupe avant même qu'elle ait pu chercher son portefeuille. « Laisse, c'est pour moi », j'ai dit simplement. Elle a souri. « Tu as changé, Corentin. En bien. » Nous sommes sortis du café et avons marché un peu sur le trottoir. L'air semblait plus frais, la ville plus belle. « Je suis vraiment content de t'avoir revu », ai-je dit,
et c'était la chose la plus sincère que j'avais dite de toute la journée. « Moi aussi », a-t-elle répondu. « On ne devrait pas attendre des années avant la prochaine fois. » Elle a sorti son téléphone et nous avons échangé nos numéros. Un geste si simple, mais qui m'aurait paru impossible à réaliser une semaine plus tôt. Alors qu'elle s'éloignait en me faisant un dernier signe de la main, j'ai regardé mon reflet dans une vitrine. J'ai vu un homme dans un beau manteau qui venait de passer un bon moment. Je n'ai pas pensé à mes frères ni à leur empire. J'ai pensé que mon grand-père ne m'avait pas seulement donné de l'argent, il m'avait donné la chance de vivre des après-midi comme celui-ci. La vraie liberté, c'était peut-être ça finalement. Après avoir quitté Charlotte, je n'ai pas pu me résoudre à rentrer dans mon ancien studio. C'était comme essayer de remettre de vieux vêtements trop petits et usés. J'ai passé la nuit dans un hôtel simple mais propre, payé avec l'un des billets neufs que j'avais retirés. C'était la première fois que je dormais dans un lit qui n'était pas le mien sans que ce soit par nécessité ou par pitié de la part d'un ami. C'était un choix. Le lendemain matin, après un vrai petit déjeuner, j'ai commencé ma recherche. Je ne cherchais pas un palace mais un refuge, un endroit où l'air ne serait pas lourd de mes échecs passés. J'ai contacté une agence immobilière dans un quartier agréable, mais pas prétentieux. La personne qui m'a répondu, une femme à la voix douce nommée Dominique, a été très professionnelle. Je lui ai expliqué que je cherchais un 2 pièces, lumineux, avec un petit extérieur si possible, et que mon budget était flexible. Le mot « flexible » a semblé la surprendre un peu vu ma jeunesse, mais elle n'a fait aucun commentaire. Elle m'a proposé plusieurs visites pour l'après-midi même. C'est alors que mon téléphone a vibré. Le nom de Maxime s'est affiché sur l'écran. Mon cœur a fait un bond, une vieille habitude. Mais cette fois, la peur était remplacée par une sorte de calme froid. J'ai décroché. « Corentin, ça va? Je t'appelle pour prendre des nouvelles », a-t-il commencé avec ce ton faussement protecteur que je connaissais si bien. C'était le ton qu'il utilisait avant de me donner un conseil non sollicité ou de me proposer de l'argent pour m'aider à finir le mois. « Ça va très bien, Maxime. Et toi ?» ai-je répondu, ma voix plus stable que jamais. Il y a eu un petit silence. Il n'était pas habitué à cette assurance. « Oui, ça va. Écoute, avec Guillaume, on pensait, ce n'est pas facile pour toi en ce moment. On a décidé de te verser une petite aide chaque mois. Rien de fou, juste de quoi te soulager un peu. » Là, j'ai presque souri. L'ironie était incroyable. Ils voulaient me donner les miettes de leur festin, par pitié. L'ancien moi aurait accepté, la gorge nouée de honte, mais plus maintenant. « C'est très gentil de votre part, mais ce ne sera pas nécessaire, » ai-je dit calmement. Nouveau silence, plus long cette fois. Je pouvais presque l'entendre froncer les sourcils à l'autre bout du fil. « Comment ça, pas nécessaire? Tu as trouvé un travail miracle ?» Sa voix avait perdu sa douceur et laissait transparaître de l'agacement. « Disons que j'ai des projets. Ne vous inquiétez pas pour moi, je me débrouille. » « Des projets? Quels projets ?» a-t-il insisté, presque méfiant. « Mes projets, Maxime. Je vous remercie pour l'offre, vraiment, mais je n'en ai pas besoin. Je dois te laisser. J'ai un rendez-vous. On se parle plus tard. » Et j'ai raccroché avant qu'il ne puisse répondre. J'ai posé le téléphone, les mains un peu tremblantes, mais je me sentais incroyablement puissant. C'était la première fois de ma vie que je refusais leur pitié. C'était le début de ma liberté. Le reste de la journée s'est passé comme dans un rêve. Le 3e appartement que Dominique m'a fait visiter était parfait. Il était au dernier étage d'un vieil immeuble, avec des poutres apparentes, et une petite terrasse qui donnait sur des toits parisiens. C'était calme, plein de lumière. J'ai dit que je le prenais sur le champ. J'ai signé les papiers et fait le virement pour la caution et le premier loyer sans même cligner des yeux. Le soir, dans ma chambre d'hôtel, j'ai pris mon courage à 2 mains et j'ai envoyé un message à Charlotte. « J'ai beaucoup aimé notre café. J'aimerais te revoir bientôt. » Sa réponse est arrivée quelques minutes plus tard. « Avec plaisir, quand tu veux. » Je me suis endormi en souriant. Mon grand-père ne m'avait pas juste laissé une fortune, il m'avait laissé une chance. La chance de devenir enfin moi-même. Les premiers jours dans mon nouvel appartement furent étranges et merveilleux. Pour la première fois de ma vie, le silence n'était pas synonyme de solitude, mais de paix. Il n'y avait que quelques cartons, un matelas au sol et ce nouveau manteau suspendu à la porte comme une promesse. Chaque matin, je me réveillais avec la lumière qui inondait la pièce et je sentais que cet endroit était une page blanche, la mienne. Fini les murs qui avaient absorbé des années de doutes et de pitié familiale. Ici, je pouvais enfin respirer.
Après 3 jours à simplement m'habituer à cette nouvelle liberté, j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé Charlotte. Mon cœur battait un peu vite, mais ce n'était plus de la peur, c'était de l'excitation. Nous nous sommes donné rendez-vous dans un petit restaurant italien qu'elle aimait bien, un endroit simple avec des nappes à carreaux et une ambiance chaleureuse. Quand je l'ai vue arriver, son sourire a illuminé toute la rue. Elle était encore plus belle que dans mes souvenirs. Nous nous sommes installés et pour la première fois, je n'ai pas passé les premières minutes à calculer mentalement ce que je pouvais me permettre de commander. J'ai simplement écouté ses suggestions et j'ai commandé ce qui me faisait envie. « Alors, ces fameux projets ?» a-t-elle demandé en souriant après que le serveur, un jeune homme aimable nommé Pierre, a pris notre commande. « Ça avance ?» ai-je répondu. « Je mets de l'ordre dans mes affaires. C'est comme faire un grand ménage de printemps dans sa vie. » Elle a hoché la tête, son regard curieux et bienveillant. « Je comprends tout à fait. Parfois, il faut tout jeter pour y voir plus clair. » Nous avons parlé de tout et de rien, de ses livres, de mes études que j'avais laissées en suspens. C'était facile, fluide. Je ne me sentais pas jugé. Je me sentais normal. Un homme qui dîne avec une femme qui lui plaît. C'est à ce moment-là que mon téléphone a vibré sur la table. Le nom de Guillaume s'est affiché. Mon deuxième frère. Si Maxime était direct et maladroit dans sa pitié, Guillaume était plus fin, plus observateur. J'ai hésité, puis j'ai répondu en m'excusant auprès de Charlotte. Juste une seconde. « Corentin, comment vas-tu » a commencé Guillaume, sa voix beaucoup plus douce que celle de Maxime. « Je vais bien, et toi ?» Il y a eu un court silence. J'ai eu Maxime au téléphone. Il m'a dit que tu avais refusé notre proposition. Et des bruits courts que tu as quitté ton studio. Je voulais juste m'assurer que tout allait bien. Tu sais, si tu as des soucis, tu peux nous en parler. Sa voix était mielleuse, mais je sentais la question cachée derrière ces mots. Où as-tu trouvé de l'argent? C'était un test plus subtil que celui de Maxime, mais un test quand même. Tout va très bien, Guillaume, vraiment. J'ai des opportunités. Ne t'inquiète pas pour moi. Des opportunités? D'accord. Fais attention à toi alors, a-t-il conclu, son ton légèrement plus froid. J'ai raccroché, un frisson me parcourant le dos. Il commençait à se poser des questions. La pitié se transformait en méfiance. J'ai regardé Charlotte, qui m'observait avec une légère inquiétude. « Problème de famille ?» a-t-elle demandé doucement. « Des changements de famille », ai-je corrigé avec un sourire. Ils ne sont pas habitués à me voir debout sur mes 2 pieds. Ce soir-là, en la raccompagnant, j'ai compris que mon grand-père ne m'avait pas seulement donné de l'argent. Il m'avait déclaré la guerre à ma place. Et cette conversation avec Guillaume était le premier coup de feu. Je savais que la discrétion ne suffirait plus. Il fallait que je passe à l'étape suivante du plan d'Auguste, celle qui était écrite juste après les coordonnées d'Isabelle sur le petit papier. Trouver un homme nommé Maurice. Le nom de Maurice résonnait dans ma tête comme un écho venu d'un autre temps. Ce n'était pas un simple nom sur un bout de papier, c'était la 2e étape d'un chemin que mon grand-père avait tracé pour moi. Mais comment trouver un homme dont je ne connaissais que le prénom? Mes premières recherches sur Internet furent un échec total. Des milliers de Maurice en France. C'était comme chercher une goutte d'eau précise dans un océan. J'ai passé une journée entière devant mon ordinateur, dans mon nouvel appartement encore vide, et je n'ai rien trouvé de concret. La frustration commençait à monter. L'argent sur mon compte en banque était une réalité, mais sans la clé que Maurice semblait détenir, ce n'était qu'un tas de chiffres sans direction. Je me suis forcé à m'arrêter, à respirer. Je pensais comme le Corentin d'avant, paniqué et inefficace. Je devais penser comme Auguste. Mon grand-père était un homme de l'ancienne école. Il n'aurait jamais confié son plus grand secret à la technologie. Ses relations étaient là basées sur la confiance, sur des poignées de main fermes et des regards droits. Maurice n'était pas un contact numérique. C'était un homme de chair et d'os, probablement aussi discret que mon grand-père lui-même. J'ai alors ressorti le petit papier de la montre. D'un côté, les coordonnées de la banquière, Isabelle. De l'autre, juste ce nom, Maurice. Il devait y avoir un lien. Cette idée m'a poussé à faire quelque chose que j'aurais dû faire depuis le début. Le soir même, je suis retourné à mon ancien studio pour récupérer les quelques cartons de vieilles affaires de famille que mes frères m'avaient laissés, des choses qu'ils jugeaient sans valeur, des albums photos, des lettres, des carnets. Je me suis installé par terre, au milieu de mon nouveau salon,
et j'ai commencé à tout éplucher. J'ai passé des heures à regarder des visages du passé, à lire des mots écrits d'une main tremblante. C'était à la fois triste et apaisant. Et puis, au fond d'une boîte à chaussures remplie de vieilles factures, j'ai trouvé un petit carnet d'adresses en cuir usé. Le carnet de mon grand-père. Mon cœur s'est emballé, j'ai tourné les pages jaunies avec une précaution infinie. Les noms étaient classés par ordre alphabétique. J'ai sauté directement à la lettre M. Et là, il était. Une seule entrée. Maurice Lambert, suivi d'une adresse dans un quartier d'affaires ancien et d'un numéro de téléphone fixe. En dessous, mon grand-père avait écrit une simple note. L'architecte. Ce n'était pas un banquier, ni un avocat, c'était l'architecte. L'architecte de quoi? De sa fortune? De son empire secret? Tout à coup, les pièces du puzzle commençaient à s'emboîter. Mes frères avaient hérité des bâtiments, mais peut-être que j'avais hérité de celui qui les avait conçus et de ses secrets. Le lendemain matin, je me suis habillé avec soin, choisissant une tenue sobre mais élégante. Je me sentais comme un acteur avant d'entrer en scène. En sortant, j'ai envoyé un SMS à Charlotte. « J'espère que tu passes une bonne journée. Pensez. » C'était simple, mais c'était vrai. Sa réponse est arrivée presque aussitôt. « Merci, toi aussi. À bientôt. » Ce petit smiley a suffi à me donner le courage dont j'avais besoin. J'ai pris un taxi jusqu'à l'adresse indiquée dans le carnet. C'était un vieil immeuble en pierre de taille, avec une lourde porte en bois. Rien n'indiquait un bureau moderne. J'ai trouvé son nom sur une petite plaque de cuivre, à côté de la sonnette. Maurice Lambert, cabinet d'études. Je suis monté par un escalier en colimaçon qui grinçait sous mes pieds. Le couloir du deuxième étage était silencieux, éclairé par une lumière faible venant d'une verrière. Il y avait une seule porte au fond. La même plaque de cuivre y était vissée. C'était là. Derrière cette porte se trouvait la prochaine réponse, la prochaine étape de ma nouvelle vie. J'ai senti le poids de l'héritage de mon grand-père sur mes épaules, non pas comme un fardeau, mais comme une armure. J'ai pris une grande inspiration. J'ai levé la main et j'ai frappé. Le son a résonné dans le silence, sec et définitif. J'étais prêt. Un long silence suivit mon coup sur la porte. J'ai cru un instant qu'il n'y avait personne. Puis j'ai entendu le bruit lent de pas qui se traînaient sur un vieux parquet. Le verrou a tourné avec un grincement métallique et la porte s'est entr'ouverte. Un homme âgé, plus petit que moi, se tenait dans l'embrasure. Il avait des cheveux blancs très fins, des yeux bleus perçants derrière des lunettes rondes et un visage rempli de rides profondes. Il portait un gilet en tricot sur une chemise blanche. Il m'a regardé de haut en bas, sans dire un mot, son expression neutre mais attentive. « Monsieur Lambert ?» ai-je demandé, ma voix un peu hésitante. « C'est moi », a-t-il répondu d'une voix sèche qui ne correspondait pas à son apparence fragile. « Que voulez-vous » Il n'avait clairement pas l'intention de me faciliter la tâche. J'ai pris une inspiration. « Je m'appelle Corentin. Je suis le petit-fils d'Auguste. » À la mention de ce nom, ses yeux se sont légèrement plissés. Il m'a observé avec une intensité nouvelle, comme s'il cherchait une ressemblance, une preuve. Le silence s'est étiré. Je sentais mon cœur battre dans ma poitrine. C'était un test et je devais le passer. « Auguste est décédé il y a quelques mois », ai-je ajouté doucement. Il m'a laissé quelque chose, une instruction. Votre nom y figurait. L'homme, Maurice, a continué à me fixer pendant encore quelques secondes interminables. Puis, sans un mot, il a ouvert la porte en grand et m'a fait signe d'entrer d'un mouvement de tête. Je suis entré dans un bureau qui semblait figé dans le temps. Des piles de plans et de rouleaux de papier étaient partout, sur les tables, les chaises et même par terre. Une immense table à dessin occupait le centre de la pièce, couverte d'un plan complexe tracé à l'encre. Des maquettes de bâtiments, certaines anciennes et d'autres étonnamment modernes, étaient posées sur des étagères qui montaient jusqu'au plafond. L'air sentait le vieux papier et la poussière. Maurice a fermé la porte derrière moi, le son du verrou résonnant lourdement. Il s'est dirigé vers un fauteuil en cuir usé et s'est assis. Il a pointé une chaise simple en bois en face de lui. « Asseyez-vous, jeune homme. » Je me suis assis, posant mes mains sur mes genoux pour cacher leur léger tremblement. « Alors, Auguste est parti, » a-t-il dit, plus comme une constatation pour lui-même que comme une question. C'était un homme remarquable. Il voyait toujours 10 coups à l'avance. Qu'est-ce qu'il vous a laissé exactement? J'ai sorti de ma poche le petit papier imperméable, maintenant aplati et protégé dans un étui en plastique. Je le lui ai tendu,
Il l'a pris avec des doigts étonnamment agiles. Il a à peine jeté un œil aux coordonnées d'Isabelle, mais son regard s'est attardé sur son propre nom. Il a hoché la tête lentement. « Je vois. Alors le temps est venu. » Il a posé le papier sur son bureau. « Vos frères ont eu les bâtiments, n'est-ce pas? L'Empire visible. »« Oui, » ai-je répondu, surpris qu'il soit au courant. Il a eu un petit sourire sans joie. « Auguste ne m'a pas seulement demandé de dessiner des bâtiments, Corentin. Il m'a demandé de dessiner une forteresse, une structure invisible pour protéger la vraie richesse. Ce que vos frères ont reçu, c'est la façade. Vous avez hérité des fondations, et mon rôle est de vous donner les plans. De la montre cassée à un secret révélé par Didier, j'ai découvert la vérité. Qu'avez-vous pensé de ma quête? Abonnez-vous pour plus d'histoires intenses.